Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Afrique Midi. Bienvenue, tout de suite les titres. Fin à Dakar, au Sénégal, du premier forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Cette rencontre de 2 jours qui a réuni plus de 300 participants a été un lieu de dialogue constructif selon les organisateurs. 141 morts, dont plus de 130 enfants. Le bilan de l'horreur au Pakistan. L'attentat le plus sanglant dans l'histoire du pays. Indignation dans le monde. 3 jours de deuil national dans le pays et une décision ce matin. Le rétablissement de la peine de mort dans les affaires de terrorisme. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Le Premier ministre sénégalais Mohamed Dionne a présidé le Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique qui s'est clôturé hier à Dakar. Cette rencontre était organisée par l'Institut panafricain de la stratégie que dirige Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères. Le compte rendu ici avec Louise Tina Sagna et Suleiman Anne. Dans le prolongement du sommet de l'Elysée, le Sénégal reçoit le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Ce forum offre l'occasion d'une radioscopie de notre continent. L'objectif est d'arriver à prévenir, résoudre et gérer les conflits. Selon Jean-Yves Le Drian, le défi de ce forum est d'amplifier les jalons déjà posés. Ce forum s'inscrit dans un double mouvement que la France s'est engagée à accompagner. Celui du renforcement des capacités africaines et celui de l'appropriation par l'Afrique de ses propres enjeux de sécurité. Aujourd'hui, les premiers acteurs de la sécurité en Afrique, ce sont les États africains, ce sont les armées africaines, ce sont les organisations africaines. Ce forum étant l'aboutissement d'un long processus de concertation, réunit personnalités civiles et militaires de tous les continents. Le Sénégal est conscient que la prise en compte des défis sécuritaires en Afrique est une condition préalable à tout processus de développement socio-économique. Cette rencontre de Dakar se veut donc une plateforme d'échange, de dialogue sur les questions stratégiques relevant de la défense, de la sécurité et de la paix en Afrique. Ce faisant, en réunissant pendant 2 jours les officiels, les experts, les universitaires, la société civile, il s'agira plus spécifiquement de fédérer le maximum de sensibilité et d'avoir des discussions ouvertes sur tous les sujets de l'heure aptes à mieux appréhender les enjeux sécuritaires actuels et à nous orienter vers des solutions structurantes pour une paix durable en Afrique. Rappelons que la situation sécuritaire de notre continent demeure préoccupante. Le Sénégal appelle ainsi à une mobilisation pour renverser les prévisions alarmantes du moment. Intéressons-nous à présent à l'armée de résistance du Seigneur. Cette guérilla armée ougandaise chassée du pays s'est rabattue en 2006 sur les pays comme la Centrafrique et la République démocratique du Congo. Aujourd'hui affaiblie, elle reste une grande menace pour l'Afrique. 25 000 âmes au sud de la Centrafrique. En 2011, l'armée de résistance du Seigneur de Joseph Kony entre une première fois dans la ville. C'est donc l'armée ougandaise, l'UPDF, qui assume la sécurité de Nzako au nom d'une force régionale montée en 2012. Car l'armée de résistance du Seigneur n'est plus en Ouganda. Depuis 2008, elle navigue entre Soudan du Sud, République démocratique du Congo et donc République centrafricaine, dans des zones où l'autorité de l'État est quasi inexistante, voire où elle trouve des appuis. En Centrafrique, elle a ainsi collaboré avec la Séléka. Et aujourd'hui, l'armée nationale n'a pas les moyens de traquer le groupe rebelle, comme on le reconnaît à l'état-major de la force régionale, autorisée par l'Union africaine et installée à Yambio, au Soudan du Sud. Je loue les efforts de l'UPDF en Centrafrique, parce que nos militaires sont là-bas, mais ils sont inopérationnels, parce qu'il n'y a pas la logistique qui suit, vu le contexte politico-militaire à Bangui. Donc, les militaires ougandais mettent la pression avec l'appui des Américains, qui font le transport aérien, qui font le renseignement. Ces derniers mois, les affrontements directs sont rares. L'armée de résistance du Seigneur est très affaiblie, même si la force régionale n'a pas déployé toutes les troupes prévues. Le Soudan du Sud mobilise par exemple 200 à 500 soldats au lieu de 1000, mais le groupe rebelle n'opérerait plus dans le pays, se cachant plutôt en RDC et en RCA. We've been reducing their
Nous avons réduit leur puissance en les tuant ou en les capturant. Nous avons par exemple éliminé leur numéro 2 dans la hiérarchie de leur organisation, éliminé également plusieurs de leurs principaux commandants. Et puis il y a aussi des chefs de groupe qui se sont rendus. L'appel aux défections fait partie intégrante de la stratégie. De nombreux prisonniers dont on avait fait des esclaves ou même des combattants sont aussi régulièrement libérés par la force régionale. La Côte d'Ivoire a célébré hier l'inauguration du pont Henri Konan Bédié, le 3e pont d'Abidjan, un ouvrage qui va permettre de réduire considérablement les embouteillages dans la capitale ivoirienne. La circulation sur le pont sera offerte gratuitement aux populations du 16 décembre au 2 janvier prochain. Il faut retenir que la réalisation de ces chefs-d'œuvre est estimée à près de 176 milliards de francs CFA. Je vous propose d'écouter ici le président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Monsieur le président Henri Konan Bédié, cher aîné, vous êtes un homme d'État. Oui, vous êtes un homme de confiance. Vous êtes un homme d'engagement. Vous êtes un homme de parole. Vous êtes un modèle pour toutes les générations et notamment pour les jeunes. Je suis particulièrement heureux et fier de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de contribuer à la reconnaissance que vous doit la nation ivoirienne. Cette inauguration me donne ainsi l'occasion de vous remercier à nouveau pour votre contribution au retour de la paix dans notre pays. Je veux donc remercier en tout premier lieu Monsieur le Président Alassane Ouattara, bâtisseur infatigable, nouveau développeur de ce beau pays, Alassane Ouattara, d'avoir pérennisé mon nom en l'inscrivant à jamais sur la stèle de ce magnifique pont. À vrai dire, je suis simplement ému et reconnaissant à lui et à tout son gouvernement pour avoir repris ce projet et l'avoir réalisé. Le président Yahi Boni a effectué hier une visite au Niger pour présider la cérémonie de pose de la première pierre du siège de l'autorité du bassin du Niger, un siège qui verra bientôt le jour 50 ans après la création de l'organisation. Le président béninois était aux côtés de son homologue nigérien pour cette cérémonie. C'est en sa qualité de président du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité du bassin du Niger que le président Boni Yahi s'est rendu au Niger pour présider la cérémonie de la pose de première pierre pour la construction du siège de l'ABN. Une cérémonie qui coïncide avec les activités commémoratives des 50 ans de cette institution intergouvernementale créée pour assurer le développement intégré du bassin du Niger. Vous le savez, depuis 50 ans, notre institution commune a beaucoup contribué au développement socio-économique des pays membres. C'est le moins qu'on puisse dire. Je pense, monsieur le ministre en charge du dossier de l'impulseur du Niger, dans son message, a su nous fixer. Et nous voudrions exprimer toute notre satisfaction pour le bilan qu'il a fait. Le président Boni Yahi a par ailleurs donné l'assurance que la construction du siège va démarrer dans le premier trimestre de l'année 2015. Les deux chefs d'État ont eu droit au terme de la cérémonie à une présentation sur le programme de lutte contre l'ensablement dans le bassin du Niger et le programme de développement des ressources en eau et de gestion durable des écosystèmes. Deux programmes qui visent une gestion efficiente du bassin du Niger avec effet induit sur le développement. Hors de nos frontières, le Premier ministre pakistanais a annoncé ce matin la levée du moratoire sur la peine de mort dans les cas de terrorisme. Vous l'aurez compris, après l'attaque sanglante hier des talibans qui a fait 141 morts. À la nuit tombée, les familles célèbrent les funérailles de leurs enfants.
Des dizaines d'habitants de Peshawar sont venus prier auprès de la dépouille de cet adolescent, tué mardi matin dans son école par les talibans pakistanais. Il n'avait que 15 ans et il était au collège. J'étais au tribunal quand quelqu'un m'a appelé pour me dire ce qu'il s'était passé. Je me suis précipité à l'hôpital. Il a reçu une balle dans la poitrine et une autre dans la main. Comme le fils de Fazal Khan, plus de 130 écoliers ont été abattus dans une école où sont scolarisés principalement des enfants de militaires. Les talibans disent avoir voulu se venger des opérations de l'armée pakistanaise dans leur bastion. Ces enfants représentaient le futur du Pakistan. C'étaient des étudiants. Qu'est-ce qu'ils avaient à faire avec une opération militaire? Il est environ 10h30 du matin lorsque les talibans prennent l'école d'assaut, vêtus d'uniformes militaires. La journée d'école a commencé. Près de 500 élèves âgés entre 10 et 20 ans se trouvent à l'intérieur. Les talibans sont entrés par l'arrière de l'école. Ils ont découpé la clôture et sont passés au travers. Puis ils ont pénétré à l'intérieur du bâtiment. Ils sont allés dans l'auditorium où tous les écoliers passaient leurs examens. Et ils ont commencé à tirer sans distinction. Selon des témoins, les assaillants sont ensuite passés de classe en classe pour abattre les enfants. Il a fallu 7 heures à l'armée pakistanaise pour reprendre le contrôle du bâtiment. Tous les talibans sont morts à l'issue de l'attaque. Et Londres, Paris, Washington ont dénoncé l'atrocité de cette tuerie, émotion quasi planétaire. L'Inde, voisin et grand rival du Pakistan, a exprimé sa solidarité. Ils sont indiens et de la même génération que les enfants pakistanais tués dans l'attaque à Peshawar. Avant eux, les autorités indiennes ont tenu à rendre hommage aux voisins pakistanais, alors même que les relations entre les deux pays sont tendues, notamment au sujet du terrorisme. Le Pakistan, endeuillé, a ainsi reçu le soutien officiel du gouvernement indien pour lutter contre le terrorisme. Aucun mot ne peut décrire le sentiment d'horreur que cela nous inspire. Nous sommes profondément révoltés par cette attaque terroriste. Ce ne sont pas que des enfants innocents qui ont été massacrés aujourd'hui, mais c'est toute l'humanité. En visant une école gérée par l'armée, c'est le symbole de l'autorité pakistanaise qui est visé. Plus d'une centaine de victimes, la plupart des enfants, et un pays sous le choc. Le prix Nobel de la paix Malala, elle-même victime des talibans pour avoir défendu le droit des filles à une éducation, a dénoncé des actes atroces. Nous sommes aux côtés des familles et de ces enfants qui ont été blessés, qui sont traumatisés. Il est temps de nous unir. J'appelle la communauté internationale, tous les dirigeants du Pakistan, tous les partis politiques, tout le monde à se dresser contre le terrorisme. Nous devrions faire en sorte que tous les enfants soient en sécurité et reçoivent la meilleure éducation possible. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a lui aussi condamné l'attentat des talibans, parlant d'un acte odieux et lâche. Aucune cause ne peut justifier une telle brutalité. Aucune doléance ne peut justifier ces horreurs. Avoir accès à l'éducation est le droit de chaque enfant. Aller à l'école ne devrait pas être un acte de courage. Venant du monde entier, les réactions des gouvernements étrangers se sont multipliées. Les talibans afghans, eux aussi, ont dénoncé cette attaque, estimant que l'assassinat d'innocents, d'enfants et de femmes était contraire aux règles de l'islam. Et cette information en sport avant de nous quitter, selon le quotidien algérien El Watan, la CAF, l'instance footballistique continentale, aurait décidé de ne pas prendre une sanction trop lourde contre le Maroc qui avait demandé le report de la CAN 2015 avant de se faire dessaisir de la compétition. Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur africatelevision.com. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.